Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs, c'est Anthony et comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la pêche, que vous avez la forme, que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas pour ma part, très bonne semaine, tranquillement, un temps exceptionnel, exceptionnellement pluvieux. Non, vraiment pourri, franchement, on se croirait pas en été là. Là, c'est un peu le bad. Vivement que je reparte en vacances. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé de beau cette semaine? Eh ben écoute, pas grand-chose. J'ai rien eu de spécial, à part un petit message de ma locataire préférée pour me dire que il fallait rajouter sa dette au plan d'appurement. Enfin, c'est un scandale. Là, de toute façon, dans tous les cas, je vais remonter, je remonte dans le nord. Donc, je vais lui faire un petit peu la surprise de venir. Et je vais lui poser un ultimatum. Là, ça y est, ça peut plus durer. C'est une histoire qui dure quand même depuis à peu près 2 ans. Elle paye, un coup, elle paye plus, elle repaye, elle éponge ses dettes, elle paye plus, elle repaye. Bref. Même si au fond la situation se règle, genre, moi ça me saoule. J'ai pas le time de gérer ça. Alors ça, bien sûr, ça va avec l'IMO, hein, d'accord? Mais par contre, c'est ok pour le faire sur de temps en temps. Par contre, sur faire une année, parce que là, il s'est passé un an depuis ses débuts. Sur un an, j'ai pas eu un mois où j'étais tranquille, où je devais checker qu'elle me payait bien la totalité. Enfin bref, c'est bon. Next, je vais passer à autre chose. Je trouverai un locataire très facilement, plus pour son bien. Donc je pense que je vais opter pour la solution de la faire partir en lui disant que j'éponge ses dettes et qu'elle part comme ça. Je vais être résigné à faire ça parce que franchement, là, c'est plus une situation saine. Franchement, j'ai des envies de meurtre. Donc pour te dire que c'est une situation, je vais la faire partir et puis l'histoire sera réglée. Et puis je choisirai mon propre locataire du coup. Et je sais que j'aurai pas de problème comme j'ai aucun problème pour tous mes autres locataires. Enfin, voilà, ça c'était la petite actualité perso. On va passer aux actualités immobilières de la semaine. Et il y en a un petit peu, et tu vois, je te parlais de ma locataire. Et ben, première actualité immobilière de la semaine, ce guide pour aider les locataires en difficulté à éviter les impayés de loyer. L'Observatoire des impayés de loyer ne fait pas état d'une augmentation massive des impayés, mais l'inquiétude persiste sur les effets à long terme de la crise sanitaire. C'est pourquoi le ministère du Logement et l'ANIL ont publié un guide à destination des locataires en difficulté. Alors en gros, le guide, il te dit que, en gros, dedans, ça te précise les différentes aides qui existent, autant celles des collectivités territoriales que tout ce qui est fonds de solidarité au logement, le FSL. On a aussi la caisse d'allocation familiale qui peut aider, la mutuelle sociale agricole, Action Logement, les bailleurs sociaux ou encore des fondations comme tout ce qui est Abbé Pierre, Emmaüs, etc., etc. Alors tu vois, cette solution-là, moi je l'ai déjà trouvée pour du coup cette locataire. Je l'ai mis en contact avec une assistante sociale, j'ai fait le nécessaire, etc., etc. Aucune solution pour moi. Aucune solution parce que un jour elle éponge ses dettes, un jour elle se remet en impayé, un jour. Bref, situation compliquée. Mais en tout cas, voilà, il y a un guide qui existe, hein, si jamais vous avez des soucis. Et puis ça peut être même pour des très bons locataires, tu vois. Ça peut être des locataires qui étaient bons payeurs, etc. Et puis se retrouvent dans une situation difficile, notamment due à la crise sanitaire. Et ben tu peux les aider. Tu vois, moi je suis partisan quand même pour les bons locataires de mettre du tien, mettre un peu d'eau dans ton vin et d'essayer de trouver une solution.
Ça sert à rien de vouloir à chaque fois enfoncer un locataire qui est mauvais payeur, parce que peut-être que derrière, il y a une vraie raison, tu vois. Si le locataire, il a toujours été clean, il t'a prévenu qu'il commence à avoir des difficultés, etc., etc., mec, tu peux quand même faire l'effort d'eux, tu vois. On continue. Vacances d'été, recommandation du HCSF et le taux d'usure. L'accès au crédit immobilier devient de plus en plus difficile. Globalement, les conditions restent toujours historiquement favorables, mais entre les vacances d'été, les recommandations du régulateur et la baisse de ce qu'on appelle le taux d'usure, l'accès au crédit, lui, n'est plus aussi simple qu'avant. Et ouais, l'effet, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet ciseau. Au départ, l'idée, en gros, c'était de protéger les emprunteurs, sauf que bah, le mode de calcul qui est utilisé en ce moment, bah, c'est en train de se retourner contre nous, les emprunteurs. En gros, pour déterminer le taux d'usure, on se base sur une moyenne des taux accordés sur les 3 derniers mois. Maintenant, le problème, c'est que vu que les taux ils sont descendus à un niveau plus bas historique, bah, le nouveau taux d'usure, automatiquement, bah, lui aussi, ça baisse. Donc en gros, le taux d'usure en vigueur jusqu'à la fin septembre, il arrive lui aussi sur un des plus bas historiques, 2,48 pour un crédit sur 20 ans, tout inclus. Donc 2,48, il faudrait que, grosso modo, tu vois, c'est dur quand même d'avoir même si ça se fait, hein, ça se fait, parce que là, j'ai eu mon prêt, alors bien sûr c'était une RP, mais j'ai eu mon prêt de ma RP qui est proche des 1%, mais c'est dur d'avoir 1%. Tu vois, c'est pas tout le monde qui peut avoir 1%. Donc automatiquement, le taux d'usure, bah là, on est pris à notre propre jeu. Les taux historiquement bas, c'est cool, sauf qu'à un moment, les taux, dès qu'ils commencent à remonter un tout petit peu, eh ben, tu arrives à ce taux d'usure et ça commence à être capé, tu vois. Les banques, elles veulent augmenter les taux, sauf qu'elles peuvent pas parce que le taux d'usure est trop proche, etc., ou tu le dépasses. Du coup, ils font quoi? Eh ben, ils te refusent, tout simplement. Donc c'est l'effet ciseau, hein, clairement, donc ça commence à se retourner contre nous, emprunteurs. On continue notre actualité immobilière de la semaine. Dans les stations balnéaires, c'est en Bretagne que les prix de l'immobilier augmentent le plus. Qui l'aurait cru? Meilleur Agent a publié son étude annuelle sur les prix de l'immobilier le long des plages françaises. Et en Bretagne, elles ont progressé de 7,2%. Plutôt pas mal. Sur un an, 7,2%. T'as acheté 100 000, demain tu peux déjà vendre 107 000 sans avoir rien fait. Donc c'est plutôt pas mal. Mais qui l'aurait cru que c'était en Bretagne que les prix auraient augmenté le plus fortement. Sur un an, c'est quand même pas mal, hein, 7,2. Ensuite, la nouvelle méthode du calcul du TPE risque de modifier jusqu'à 75% des diagnostics. Depuis le 1er juillet, le diagnostic de performance énergétique n'est plus informatif, mais opposable. C'est hyper important. On nous dit également que sa méthode de calcul change. Et en analysant plus de 2000 DPE, l'agence Flatlooker a réalisé que seulement 25% d'entre eux sont faits selon la méthode de calcul désormais acceptée. Faut savoir que ce que je te disais avant, le DPE était informatif, maintenant il devient opposable. En gros, c'est-à-dire que le propriétaire bailleur ou le vendeur, et ben maintenant il va engager sa responsabilité dans l'information donnée soit au locataire, soit à l'acquéreur. Et si on vient détecter une erreur commise et que l'information communiquée elle n'est pas correcte, et ben tu pourras désormais attaquer en justice le propriétaire ou le vendeur afin d'obtenir un dédommagement. Donc ça marche toujours dans ce sens, c'est-à-dire que c'est le locataire qui va attaquer le propriétaire ou l'acheteur qui va attaquer le vendeur. Et après, bien sûr, c'est pas toi le responsable du DPE, c'est pas toi qui l'as réalisé. Donc ça sera à toi de te retourner contre le diagnostiqueur. Bref, un bon merdier, tu vois. Maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense que ouais, je pense que ça va changer quelque chose, notamment sur les DPE vierges. Ça va plus exister. Et en fait, ce qui est plutôt cool avec ce nouveau DPE, c'est que bah, en fait, on va se fixer par rapport vraiment au bâti. C'est-à-dire qu'avant, pour calculer le DPE, on regardait un peu tes consommations, etc. Sauf que, tu vois, moi, par exemple, je suis partisan de mettre un pull l'hiver au lieu de monter le chauffage au max.
J'aime pas chauffer pour rien. Donc, je chauffais pas beaucoup. Donc, au niveau de mes factures, ça se ressentait. Et pour un mec qui, par exemple, en hiver, il met 25 degrés dans sa maison tout le temps, et ben, automatiquement, il va consommer plus que moi. Donc, au niveau des factures, ça va se ressentir aussi. Bref, voilà, je pense que ça va aussi comment dire, harmoniser. Attends, j'ai un doute sur le mot. Harmoniser? Ouais, voilà, ouais, ça va harmoniser. Putain, j'ai un doute. Harmoniser. Bref, je sais plus. Vous m'avez compris, ça va donner une vision globale pour tout le monde. Harmonique. Harmoniser. Ouais, c'est ça se dit comme ça, je crois. Enfin, bref. Allez, on continue. Et ben, c'était la dernière actualité immobilière de la semaine. C'est déjà pas mal. Du coup, on va passer aux questions de la semaine. Questions de la semaine, tu vois, la semaine dernière, j'avais eu absolument rien du tout. Cette semaine, j'en ai 3-4. Donc j'ai décidé 3-4, tu vois, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Du coup, c'est parti. Question de Mohamed. Salut Anthony, merci pour le podcast, ça fait plaisir le retour. Tu m'avais manqué dans ma voiture pendant 2 semaines. Alors écoute, ça me fait plaisir que je te fasse plaisir. J'aurais une petite question s'il te plaît. J'ai un locataire qui est en place depuis 6 ans et là il vient de m'envoyer la photo du chauffe-eau qui se trouve dans la cuisine totalement brûlé. Je te laisse voir l'état du chauffe-eau, que dois-je faire? Alors, du coup, vous voyez pas la photo, mais la photo, on voit un chauffe-eau qui est vraiment brûlé. Bref. Mohamed, mon conseil, c'est change ton chauffe-eau, tout simplement. Change-le tout de suite. Soit tu le fais toi-même, soit tu fais intervenir ton plombier. Mais il faut savoir que bah, déjà, c'est ta responsabilité de payer parce que le remplacement du chauffe-eau, c'est pas de l'entretien. Donc, c'est charge propriétaire. Euh, Il n'y a pas, y a pas d'autre réponse à apporter, c'est pour ta pomme. Si ça fait 6 ans qu'il est là, s'il était neuf, ça fait un peu chier. 6 ans, c'est déjà pas mal d'années. Mais ouais, c'est à toi de changer. Il y a pas de, il y a pas à esquiver. C'est à toi de payer, c'est à toi de faire la réparation. Donc je te laisse, euh, je te laisse partir à Brico Dépôt, aller acheter un chauffe-eau et le changer. Et si jamais tu peux faire une recherche sur Google, il y a un petit livret qui existe pour savoir ce qui est charge locataire et charge propriétaire. Moi, mon petit conseil, c'est de le glisser dans le bail. Moi, je le donne toujours. C'est un papier que j'imprime. C'est sous forme de livret. Je l'imprime et je le donne au locataire. Comme ça, il m'appelle pas pour des broutilles. Il m'appelle réellement pour quelque chose qui est à ma charge. Donc, je te conseille de faire ça. Au moins, il y a pas de doute. Et même pour toi, il y aura plus de doute du coup. Donc, écoute, change tout simplement ton chauffe-eau. On continue avec une question de Patrice. Bonjour Anthony, je viens vers toi pour une question. Je suis peut-être sur un investissement en Espagne. Connais-tu le procédé pour se faire financer en France? Alors écoute, je connais pas réellement le procédé, j'ai jamais investi à l'étranger, j'ai investi que en France pour le moment. Après, je sais que comment dire, le schéma d'acquisition, il est pas du tout pareil en France et en Espagne. Il me semble que toutes les vérifications d'usage, tu vois, titre de propriété, parcelle du terrain, etc., etc. En France, c'est fait par le notaire. Il me semble que là-bas, c'est à toi de te débrouiller. Donc, je crois que c'est à toi de prendre un notaire indépendant ou un avocat, un truc comme ça. Et fais attention quand même, parce que je, je dis pas que c'est une généralité, tu vois, mais vu que t'es pas de là-bas, faudrait trouver vraiment quelqu'un qui est vraiment neutre, hein, qui est pas de mèche avec le vendeur pour avoir quelque chose de correct. Ensuite, niveau financement, sincèrement, je sais que, je te dis encore une fois, j'en ai jamais fait, mais je sais que tu vas avoir besoin de mettre pas mal, une bonne partie d'apport en tout cas, une bonne partie en cash avant de pouvoir décrocher un prêt en France pour acheter à l'étranger. Je suis pas spécialiste, je pense que tu pourrais trouver des réponses de meilleure qualité que la mienne
sur YouTube ou directement sur des groupes d'investisseurs. Je sais qu'il y a des investisseurs qui investissent principalement à l'étranger. En tout cas, c'est pas mon cas. Moi, je te dis voilà, fais juste attention aux vérifications. Et pour moi, achat à l'étranger, tu vas devoir mettre une bonne partie en cash. Ensuite, troisième question, une question de Toonsboy. Toonsboy. Bonjour Anthony, je viens de découvrir ton podcast récemment en cherchant sur Apple Podcast. J'aime beaucoup ta personnalité et par la même occasion, j'aimerais te poser une question. Écoute Toonsboy, c'est avec plaisir, pose-moi ta question. Je suis nouveau dans l'investissement immobilier et je cherche à comprendre comment fonctionne l'investissement. Je vois souvent que l'investissement en immobilier commence par l'achat d'un IDR ou d'un appartement que l'on doit remettre en état afin de profiter d'une fiscalité selon le régime que l'on a choisi. Par contre, je suis sur LinkedIn et je viens de voir une personne qui travaille en gestion de patrimoine qui indiquait que pour de l'investissement immobilier, un bien immobilier neuf est beaucoup plus intéressant qu'un ancien. Pour le notaire par exemple, ainsi que d'autres petits détails. Est-ce que tu peux me donner ta vision dessus? Est-ce vrai? Merci. Alors écoute, Toonsboy, pour moi, les conseillers en gestion de patrimoine, à part vraiment des gros gestionnaires, des bons gestionnaires de fortune, etc., pour moi, la plupart, alors, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais la plupart des conseillers en gestion de patrimoine, pour moi, c'est des commerciaux. Ils vendent des produits, ils sont pas réellement là pour toi. Ils vendent des produits, tu vois, des produits de défiscalisation dans le neuf qui leur permettent de s'en mettre un peu dans les poches en passant. Alors oui, sur le papier, ils te permettent de réaliser des économies d'impôts, etc., etc. Mais pour moi, si tu veux faire de l'immobilier, c'est pour être rentable. Et donc, pour moi, rentable, ça veut dire qu'au minimum, tu payes tout grâce au loyer. C'est-à-dire que quand tu prends ton loyer permet de couvrir la totalité de tes charges. Ton prêt, tes charges liées à l'immobilier, ton comptable, etc., etc. Il faut que ton loyer te permette de tout payer sans en mettre de ta poche et au minimum finir à zéro. C'est-à-dire que tu fais vraiment une opération blanche, c'est une opération qui s'autofinance, qui te rapporte dans la poche tous les mois zéro, entre guillemets, parce que tu capitalises quand même tous les mois. Donc, pour moi, c'est ça une opération rentable, en sachant que tu peux aller beaucoup plus loin, tu peux dégager un différentiel positif, c'est-à-dire que ton loyer te permet de payer toutes tes charges liées à l'immobilier et en plus, il te reste de l'argent que tu vas réinvestir derrière, etc. etc. Donc pour moi, le Pinel, parce que c'est du Pinel qui doit te vendre à mon avis, il faudra presque toujours ajouter de l'argent. Il me semble que j'ai même fait un podcast sur le Pinel. Alors tu vois, il va falloir toujours que tu rajoutes de l'argent pour payer le reste des charges, les taxes foncières. Et puis surtout, il faut savoir que les charges au début, elles sont peut-être très faibles. Mais sauf que plus les années passent, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, les charges que tu payais au début, c'est plus les mêmes. Ça a commencé à augmenter, etc., etc. Donc clairement, tu vois, pour moi, c'est pas la meilleure solution. Ça l'est effectivement pour eux, hein, pour les conseillers en gestion de patrimoine, c'est la bonne solution, mais pas pour toi. Parce que attention, ils vont s'en mettre plein les poches. Après, je vais nuancer un petit peu quand même, parce que le Pinel, ça peut être aussi une bonne affaire, ça peut être une bonne opportunité. Si tu arrives à trouver voilà, la bonne affaire, quelque chose qui est vraiment au prix du marché ou en dessous, tu vois, genre une fin de lot, etc., quelque chose qui est un peu mal placé, que personne ne va acheter en RP, mais que en locatif, ça se loue, tu vois. Donc voilà, c'est à toi de voir. Voilà. Un Pinel, ça peut quand même devenir intéressant à voir. Également, je sais que euh, toujours à voir, mais il me semble que le Pinel, tu pouvais faire de l'autoconstruction toi-même. Tu pouvais faire ça en Pinel. Je crois que ça a été, il me semble, je te dis une bêtise, mais il me semble que c'est plus d'actualité ce que je suis en train de te dire, mais à vérifier. Voilà. Ensuite, dernière question, et du coup, question, donc je vais vous la lire. Pauline. Salut Anthony, j'espère que tu viens bien. Dis-moi, j'ai l'impression d'avoir foiré mon entrée dans l'immobilier. Lol. Je t'explique. J'ai découvert l'investissement immobilier par YouTube et donc j'ai commencé à faire des visites, mais franchement, c'est dur.
j'ai l'impression d'être un extraterrestre. J'ai l'impression que l'agent immobilier me prend vraiment pour une conne, etc. Vu que j'ai pas de background dans l'immobilier et je ne suis pas crédible. As-tu un conseil à me donner? Alors, bah écoute, Pauline, qu'est-ce que je pourrais te dire? Déjà, salut. Alors, je vais faire au mieux pour répondre à ta question, mais du coup, tu vois, je vais te faire une réponse vraiment plutôt détaillée, et du coup, ça va être le sujet du jour. Du coup, je sais que ça, c'est une situation qui est pas anodine. Ça arrive en tout cas, moi aussi, ça m'est arrivé au tout début quand j'ai commencé. Donc, je vais détailler ce podcast. Du coup, le sujet du jour, ça sera passer pour un pro quand on débute. Déjà, premièrement, j'ai envie de te dire, tu t'en fous un peu des gens. C'est pas les gens qui vont te pousser vers le haut, c'est pas les gens qui vont te prendre par la main. Et si tu ne le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Premièrement, on est tous passés par cette case de débutant. Tu prends le plus grand mec qui a de l'IMO. Pour moi, à l'heure actuelle, le plus respectable, c'est Gilles Grimm. Bah, Gilles Grimm, il a commencé, il a été débutant. Le mec qui a 20, 30 lots, il a été débutant. Moi, j'ai été débutant. Donc, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Tu vois, moi aussi, au début, je voyais l'immobilier, quand je me suis lancé dans l'immobilier, voilà, j'avais pareil cette vision. Je comprenais rien. Surtout que, tu vois, j'arrête pas de répéter, je suis pas trop manuel. Ça va, je m'améliore avec le temps, mais je déteste faire les travaux. Je kiffe aller dans des magasins de bricolage, tu vois, mais par contre, tu vas me parler de mortier et compagnie, me dire, ouais, bon, on va faire ça. euh, je commence à comprendre un petit peu quelque chose, mais je pite rien en vrai. Tu vois? Donc, franchement, on a tous été débutants. Faut pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vais donner plusieurs conseils que je trouve pertinents à donner. Mais le premier conseil que je peux donner, je le répète assez souvent dans le podcast, mais il faut visiter. Il faut visiter, t'es débutant. Même, même si tu ne veux pas acheter de suite, va en visite. Visite à fond parce que ça va te former inconsciemment, ça va habituer et ça va familiariser ton œil d'investisseur. Du coup, tu auras aussi, comment dire, une base sur laquelle te reposer, tu vois. Plus tu vas les visiter, plus tu vas savoir comparer quelque chose qui est sain avec quelque chose qui l'est pas. Tu vas pouvoir comparer euh, la disposition, etc. Tu vas pouvoir t'imaginer, dire, ok, bah, ah tiens, j'avais vu ça dans une maison, ça pourrait être pas mal si je fais ça. Est-ce que la pièce s'y prête? Est-ce que j'ai des arrivées électriques ici? Est-ce que j'ai plus de travaux que prévu? Est-ce que l'agent est en train de me mitonner? Est-ce que... Voilà, va visiter, va te faire il faut se faire l'œil. L'œil d'investisseur, il se fait pas en une visite, il se fait pas en deux visites. Donc, si tu vas pas visiter, si tu te forces pas à visiter, tu vas rester un peu avec cette mentalité de débutant, de personne comment dire, qui n'est pas dans ce cercle, etc. Tu vois. Donc, va visiter, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, ça serait la formation. C'est pareil, je le répète souvent dans ce podcast, mais pour moi, je trouve que la formation, c'est quand même quelque chose de nécessaire. Tu as besoin d'avoir des bases. Si t'as pas de base, bah tu vas pas comprendre de quoi tu parles. J'entends par là en fait le fait de savoir vraiment de quoi tu parles. Par exemple, si je te parle de rentabilité, bah tu dois savoir c'est quoi et comment tu le calcules. Au moins tu pourras montrer, tu vois, que tu as les connaissances, tu pourras montrer à l'agent que tu sais de quoi tu parles. Je te donne quelque chose une expérience vraie. Euh, Moi, un agent immobilier m'a vendu une visite en me disant, écoute, la rentabilité, elle est excellente, on est à 13%, et puis, du coup, bah, ça me conforte, je vais visiter. Et puis, quand on le visite, bah, je me rends compte, en fait, chiffre à l'appui, on est plus proche du 8 que du 13. Donc, moi, là, je lui dis, écoute, comment tu trouves 13%? Et là, il a commencé à m'inventer des trucs de ouf. Déjà, il prenait des loyers charges comprises. Il prenait les charges, elles étaient abusées. Bref, moi je lui ai montré que voilà, j'étais pas un teubé et que c'est pas à moi qu'il allait vendre sa merde. Donc après, il a arrêté de me proposer ses biens pour les pseudo entre guillemets investisseurs
hein, les investisseurs du dimanche qui achètent n'importe quoi. Et donc voilà, il faut réellement savoir de quoi tu parles. Et automatiquement, pour savoir de quoi tu parles, tu as besoin d'avoir une base théorique. C'est indéniable. Tu peux pas te, tu peux pas aller la fleur au fusil et visiter et dire ah ouais ok ok ouais ça me paraît bien. L'agent il te dit tu vois c'est comme ça aussi c'est une histoire vraie. Le mec me dit toiture refaite. Putain j'arrive. Le mec me sort, ouais, la toiture a été faite il y a genre 11 ou 12 ans. Je vois, bah, la toiture, elle est parfaite, elle a pas été refaite en fait. Je dis, à un moment, tu marques toiture refaite, pour moi, toiture refaite, c'est moins de 5 ans ou moins de 6 ans. Tu me sors pas une toiture qui a 15 ans, tu vois. Donc, voilà, il faut savoir de quoi tu parles. Euh, Pareil, si par exemple, tu achètes, tu vas visiter des choses avec des compteurs. S'il y a 4 logements et il y a un seul compteur électrique, bah, tu sais que c'est des sous-compteurs, que dans ta négociation, tu vas pouvoir dire que c'est illégal, que ça, etc. etc. Bref, tu as besoin de savoir de quoi tu parles, donc la formation, c'est hyper important. Troisième conseil que je peux te donner, il va te paraître bizarre celui-là, mais c'est le silence. Tais-toi, moins tu en dis et mieux c'est. Quand tu visites, euh, parle uniquement pour dire quelque chose. Je sais que on n'aime pas, les gens ils aiment pas le blanc dans les conversations, mais pourtant le blanc, je te promets que comment dire, ça a un effet ça a un effet bienfaiteur. En gros, quand tu laisses un blanc, tu forces la deuxième personne à parler et elle va commencer à te dire des choses qui n'étaient pas prévues initialement, tu vois. Par exemple, si tu laisses un blanc, et tu vois, tu poses juste une question, tu dis, par exemple, je sais pas, tu visites, et puis tu dis, ah ouais, bon, tiens, cette fenêtre, c'est bizarre. Puis tu laisses un blanc, tu vois. Et là, il va commencer à te dire des choses. Oui, et c'est un exemple, hein, j'abuse un peu, d'accord. C'est pour forcer le trait, mais tu vois à peu près de ce que je veux dire. Il va te dire, ah bah tiens, tu laisses un blanc. Ah oui, bah oui, cette fenêtre, en fait, on a dû la changer parce que j'avais eu une infiltration. Tu vois, j'abuse. Une infiltration sur une fenêtre. Voilà, mais voilà. Plus tu laisses de blanc et plus tu risques d'avoir des informations pertinentes qui vont te permettre de négocier derrière. Tu vois. Tu peux avoir énormément d'informations. Par exemple, je sais pas, si tu dis, tu vas dehors, tu dis, ah tiens, c'est bizarre, ici c'est plus humide que là-bas. Il va te dire, ah oui, parce que ça c'était une dépendance. La dépendance a été un peu mal faite, il faudrait retoucher ça, etc. etc. Ou, bah tiens, oui, on a mis un bac acier, mais là, il a mal été isolé, etc. etc. Bref, tu peux avoir, en utilisant le silence à bon escient, tu peux avoir énormément d'informations. Et puis, euh, toujours grâce au silence, moins tu parles et moins tu as de chances de dire de la merde. Donc, euh, utilise le silence à bon escient. Alors bien sûr, c'est pas tu rentres en visite et tu fais la carte pendant 1 heure de visite, tu vois. Il faut que tu parles vraiment à bon escient. Ça te permettra d'éviter de dire de la merde. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, mon ami Pauline? Euh, Quatrième conseil, c'est de poser des questions, qui est, pour moi, c'est hyper important. Tu dois pas hésiter. Il faut que tu sois curieux. Il faut que tu montres que tu t'intéresses et que tu t'intéresses spécialement à des points spécifiques. Alors, petit tips. Je sais que moi, au début, bah, je préparais des questions à l'avance. Je les préparais chez moi. C'était des questions vraiment pertinentes qui étaient en rapport avec le bien que je visitais. Et bien sûr, c'est des bonnes questions, tu vois. Tu vas pas poser des questions de merde, genre tiens, vous pensez que si je mets les volets en bleu, on va me demander de faire une DP? Non, voilà, tu poses vraiment des bonnes questions, genre oui, est-ce que vous pouvez, je sais pas, par exemple, vous pouvez me dire, euh, j'ai pas d'idée là qui me vient directement, mais par exemple, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, les gens qui te vendent des produits, tu vois, un peu à diviser. Tu vois, tu peux leur dire, ok, bah tiens, vous me dites qu'on peut diviser, montrez-moi un peu comment on fait. Ok, est-ce que vous pouvez me dire du coup les évacuations
Au niveau des évacuations, comment ça se passe? Est-ce que j'aurais besoin, par exemple, de faire monter une colonne, etc., etc. Tu vois, des questions vraiment spécifiques par rapport à la visite. Ça peut, déjà, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'informations. Quand tu vas sortir de là, tu auras beaucoup plus d'informations que tu avais à la base. Et ça va montrer voilà, que tu t'intéresses à des points spécifiques. Et donc, ça va te permettre aussi de paraître un petit peu plus pro. Cinquième conseil que je pourrais te donner, c'est patience. La patience, j'en ai déjà parlé aussi dans un épisode, mais pour moi, la patience est maître de vertu. Visite, visite, visite. Et si tu trouves pas si tu trouves pas de choses, de biens qui respectent tes critères, on s'en fout. Passe au-dessus. C'est pas grave. Tu vas trouver. Faut savoir que t'es- t'as le temps. Il faut pas te précipiter. Il faut pas que tu prennes quelque chose par dépit. Il faut surtout pas. Alors ça c'est un conseil en or que je te donne. Il faut surtout pas écouter les agents immobiliers. Ils sont là pour vendre, hein. C'est leur repas, hein, qui te vendent. C'est leur com. Donc l'agent, il sera prêt à tout pour te vendre. Il va te dire, peut-être, hein, imaginons, le mec qui te dit, ok, tiens, cet immeuble, il y a même pas, un appart. Cet appart, on peut louer 600. Et puis, tu te rends compte que 600, c'est vraiment un bien totalement haut de gamme, de ouf sur le marché. 600, t'es vraiment au-dessus du marché. Mais oui, genre, vraiment abusé. Il faut pas te baser sur 600. Il faut que tu prennes ta propre estimation. Si pour toi tu dis que le loyer c'est 500, ça sera pas 600. Parce que si tu commences à prendre les chiffres de l'agent immobilier, tu vas te retrouver avec un prévisionnel fictif surévalué par rapport à ce que tu auras réellement. Et je peux te dire que même si tu l'achètes et que derrière tu ne loues pas 600, tu loues 500, l'agent immobilier, tu le reverras pas. Tu le reverras pas, sauf si c'est un agent immobilier que en général, les personnes qui font du long terme avec des clients qui savent que bah, tu es là pour acheter plusieurs biens, ils vont pas faire du one shot. Mais la plupart des agents immobiliers, ils sont là pour faire du one shot. Donc eux, leur but, c'est de vendre le plus cher possible. Toi, tu achètes le plus cher possible. Derrière, ils s'en foutent. Derrière, il t'a vendu un produit à 600 balles le loyer et que tu arrives à le louer 450. Tu crois que l'agent immobilier va faire quoi? Il va te dire fuck. Il aura vendu et basta. Ça sera à toi de te débrouiller. Tu seras responsable. Dans tous les cas, tu seras, c'est toujours toi le dernier responsable. Que tu as suivi les conseils de l'agent immobilier, etc., le responsable, ça sera toi. Donc, patience. C'est pas parce que tu vas des visites, tu peux aller contacter tous les investisseurs immobiliers que tu veux. Je te promets que c'est pas une visite, une offre, un achat. T'as le temps, vraiment t'as le temps. Il faut savoir que tu fais 100 visites. En gros, il y a un ratio qui est comme ça. Je sais pas d'où il vient, je l'ai vu quelque part, mais il est vrai dans les faits, hein, mais c'est pas quelque chose de vrai, hein. C'est pas gravé dans le marbre. Mais en gros, on dit que tu fais 100 visites, 10 offres d'achat, une offre acceptée. Donc, tu vois quand même le ratio, c'est 1%. Donc tu vas visiter 100 fois, tu arrives à faire 10 offres. Sur tes 10 offres, il y en a une seule qui est validée. Donc tu vois, tranquille, pas de stress. Et du coup, mon sixième conseil, ça reprend aussi ce conseil-là, mais c'est l'offre. T'as le temps, c'est pas parce que t'as eu des refus que c'est fini pour toi. T'as le temps, tranquille, pas de stress. On respecte toujours nos critères. Alors bien sûr, je te dis, on respecte les critères, tu vas pas me faire des offres farfelues. Quelque chose qui vaut 100 000 et que tu vas proposer 20 000. Tu vois, déjà ça, je te le dis clairement, c'est la meilleure solution pour te faire griller. Clairement, tu fais ça, l'agent immobilier, je peux te promettre que ton offre. Alors bien sûr, si c'est justifié, il y a aucun problème. Si c'est pas justifié, le bien il vaut 120, il est vendu 100 et tu proposes 20, non, je suis désolé. Là, t'es blacklisté par les agents immobiliers à faire ça, c'est clair et net. Donc, je fais pas d'offres farfelues. Par contre,
Si le bien il est surestimé, oui, il y a aucun problème. Il y a aucun problème. Et je vais te donner l'exemple que j'ai eu la dernière fois. Il y a un bien qui était affiché à 120 000. 120 000, c'était un ensemble immobilier de 3 logements, mais il y avait vraiment pas mal de travaux. 120 000, c'était trop cher. Clairement, pour le secteur et compagnie, c'était trop cher. Moi, j'ai fait une offre à 80 000 et quelques. Ça a été refusé. Non, ça n'a même pas été refusé. Ça a été, en gros, l'agent immobilier m'a chié dessus. L'agent immobilier m'a chié dessus pour me dire, ok, bah laisse tomber ton offre, je la prends pas parce que j'ai eu une offre à genre 117 000 ou 115, je sais plus. Alors que pour moi, 80 000, c'était honorable, tu vois. C'était honorable, c'était justifié, il y avait beaucoup de travaux. Et pour rentrer dans mes critères, j'ai expliqué à l'agent immobilier, je lui ai dit, ok, bah moi, mes critères, c'est ça, ça, ça. Pour rentrer dedans, je veux ça, ça, ça. Donc je lui ai fait l'offre, l'offre n'a pas été retenue parce qu'il y a eu une offre beaucoup plus haute, etc. Et ben là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bizarrement, le bien est revenu à la vente. L'agent m'a recontacté et clairement, bah, je lui ai dit. Alors entre-temps, moi j'ai trouvé d'autres opérations plus importantes et il faut savoir que là actuellement, je peux pas dégainer sur tout ce que je veux. C'est pas possible. La banque, c'est compliqué pour tout le monde, même pour moi. Donc je peux pas financer plusieurs opérations en même temps, c'est compliqué, même en mettant de l'apport. Donc là, je suis hyper select sur mes offres. Et du coup, je lui ai dit, écoutez, mon offre était valide pour la dernière fois. Maintenant, si je vois que le bien reste et que le prix baisse, je referai peut-être une offre et on verra. Mais en gros, voilà. Donc, il faut attendre, patience et maître de vertu, tu as le temps. Et des opérations, il y en a tout le temps. Faut pas croire que. Il y a des périodes, tu vois. Il y a des périodes où tu vas absolument rien trouver. Il y a des périodes où tu vas trouver abondamment des biens de qualité. Là, par exemple, moi actuellement, là, je remonte dans le nord exprès pour aller visiter parce que j'ai sélectionné vraiment pas mal de biens et je me suis prévu 2 journées visite entières du matin jusqu'à 19 h parce que j'ai énormément de biens à aller voir qui sont hyper rentables déjà sur le papier, etc. Donc voilà, il faut être patient. Voilà, en tout cas, Pauline, j'espère que j'aurai essayé j'ai répondu à plus ou moins ta question. Je t'ai donné quelques tips. Maintenant, si tu devrais en garder seulement un ou deux, moi je te conseillerais c'est formation et visite. Il faut absolument que tu ailles visiter, il faut que tu visites. Et c'est pareil pour vous, hein, l'ensemble des auditeurs qui écoutent ce podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui écoutent. Ce podcast, il a aussi été fait pour les débutants, pour vous donner aussi des conseils un peu pratico-pratiques. Donc les amis, allez visiter. C'est le meilleur moyen pour engranger de l'expérience. Et de toute façon, dans tous les cas, les amis, il n'y a pas de solution. Pour acheter, tu es obligé d'aller visiter. Donc, foncez en visite, comme diraient des collègues podcasteurs. Je pense que vous les reconnaîtrez. Voilà, les amis, j'en ai fini pour ce podcast. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Instagram, Anthony-THRD. Je me fais un plaisir d'y répondre. Si la question est pas mal, on la fait passer dans le podcast. Je compte sur votre soutien. Partagez le podcast. Faites-le connaître. Likez-le. Lâchez des gros pouces sur YouTube. Partagez à des amis, à des personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Et puis, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà les amis. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.